Pourquoi? Oui, pourquoi? Oui, bien sûr. Alors, tout commence par, je dirais, un malheur dans votre ouvrage. C'est le début de la Seconde Guerre mondiale. Oui. Il faut de la chair à canon. Absolument. Hein. Et donc, là, on ne recrute pas. Allez, on embarque, l'indigène, entre guillemets, Oui. dans les camions militaires. Oui. Service national oblige. Et pour les envoyer au front, sur les fronts les plus difficiles, c'est-à-dire ce qui va être, on sait, la campagne d'Italie, le débarquement à Marseille, enfin en Provence, etc. Tout ça. Donc ça va être, bon, on connaît le film Indigène, hein, qui rend hommage à cette population qui, baïonnette dans le dos, allez, hop, on a besoin, l'Empire français a besoin de vous. Oui. Formidable ça, hein. Après, on vous oubliera. Alors, c'est son frère aîné. Son frère aîné, oui. Qui est embarqué. Et donc, c'est désespoir dans la famille. Parce qu'on ne sait pas où on l'emmène. On ne sait pas, la mère ne sait pas si elle va le revoir vivant. Et le narrateur, qui est tout jeune, lui, qui va encore à l'école. Oui. Lui va devenir un petit peu l'aîné de la famille. Il va prendre la place de son frère. C'est comme ça responsabilité. C'est comme ça que ça se passe chez nous. Et oui, c'est comme ça que ça se passe chez nous. Alors ça, l'école, c'est très important pour lui. C'est ce qui va le former définitivement. Alors, racontez-nous un petit peu ce petit jeune Algérien dans une école indigène et comment il va être formé et les gens qui vont le marquer. Oui, bien sûr. Donc, il fréquente l'école comme tous les petits du village et quelques filles du reste. Oui. Quelques filles. Et là, il va s'intéresser à son maître, ou alors même son maître va s'intéresser à lui. C'est un Jurassien. Bon, il a vu que c'est un enfant un petit peu différent des autres qui s'intéresse. Et puis, il faut signaler aussi que c'est le fils du cheikh du village. Ça, c'est important. Ah oui, c'est que le père du personnage a une zéouia. C'est très important. Oui, il a les deux pouvoirs, je dirais, absolument, le spirituel et le temporel. Absolument, spirituel et temporel. Et il soigne les gens. C'est très, très, très important. C'est le médecin du village, pour ne pas dire le sorcier. Le taleb, exactement. C'est le taleb dans le sens où il utilise la parole à bon escient. Il est en même temps le psy, l'homme de loi, le guérisseur. Le guérisseur et le décideur. Et c'est lui qui fait, je ne sais pas moi, qui assure la prière. Oui, il est imam. Et le prêche du vendredi. Il est pratiquement imam. Voilà. Et tout cela pendant les événements, c'est-à-dire bien avant l'indépendance. Donc il y avait la présence française, c'était pas chose facile. Donc, et le maître était un Français aussi. Donc il allait à l'école. Bon, il apprenait le Coran, bien entendu, avec son père. Et il a cette notion de l'école. C'est un talib. Talib, qui veut dire écolier. Donc, pour lui, il comprend quelle est la valeur de l'école. Il a déjà compris tout petit que c'est grâce à l'école qu'il peut réussir dans la vie. Donc, c'est la langue française pourra lui ouvrir certaines portes. Ah oui. Il le comprend très vite. Ah oui. Et d'ailleurs, son père le pousse à ça. Mais la langue arabe à l'époque, où on l'apprenait juste pour psalmodier, pour quelques versets du Coran. Je le dis dans l'autre livre. Les imams n'avaient pas le droit de faire de l'exégèse. Non, du tout. N'avait pas le droit d'expliquer les notions de justice, les notions de liberté. Mais non, parce que là, on rentrait dans soit la charia, donc un autre droit. Absolument. Et donc, c'était... Absolument. Donc, pas trop. Quiconque s'amusait à faire une explication quelconque ou parler de... je ne sais pas, moi, je vous renvoie beaucoup d'écrits. Il y avait dans le livre pas de Taous Harmouche, de sa mère, L'histoire de ma vie, elle disait que lorsque la maîtresse essayait de nous donner des cours sur la liberté, elle a été rappelée. L'inspecteur,
pas celui que je suis, mais l'inspecteur français est venu, il y a fait un mauvais rapport, elle a été rapatriée et ils leur ont envoyé une enseignante qui leur apprenait juste à coudre. C'est ça, oui. On n'a pas à apprendre les notions de révolution ou notions de liberté ou de justice. Mais avec ce monsieur, ce jurassien, c'est autre chose. C'est un autre monde. C'est un autre monde. Parce que d'abord, il n'y a pas que lui et sa femme, c'est un couple. Voilà. Ils viennent donc de métropole, donc ils n'ont pas ces idées colonialistes. Ils sont là par mesure disciplinaire. En plus. Par mesure disciplinaire. Ils les ont éloignés des foyers de tension qui existaient en France. Il y avait des foyers de tension, des objecteurs de conscience. Il est objecteur de conscience. Lui-même, il est objecteur de conscience. Donc c'est pour ça qu'il est... Donc on va expliquer en 2 mots. Objecteur de conscience, c'est quelqu'un qui ne veut pas faire son service militaire quand, par exemple, il y a une guerre. Voilà. Il dit, moi, je ne suis pas là. C'est la fameuse chanson du déserteur de Boris Vian. Il dit, moi, je ne suis pas né sur terre pour tuer de pauvres gens. Oui. Hein. Donc je refuse. Oui. Je refuse de prendre les armes pour aller tuer des gens que je ne connais ni David ni Adam, qui ne m'ont strictement rien fait. Oui. Une chanson que j'ai apprise à mes élèves, et qu'un enseignant français m'a apprise, Monsieur Lacampagne, je ne sais pas s'il est encore vivant, on était en 6e. Oula! 6e, c'est-à-dire la première année moyenne d'aujourd'hui. Du collège, oui. Oui, et on apprenait du Boris Vian. Mais il nous avait ramené un CD, pas un CD, mon Dieu, un tourne-disque, 33 tours à l'époque, et il nous a fait écouter Le Déserteur. Mais ce qui m'a vraiment touché, c'était le poème de Rimbaud aussi, le Dormeur du Val. Parce que Serge Reggiani commence d'abord par clamer le premier poème. Tout à fait. C'est un trou de verdure où chante une rivière, accrochant follement aux herbes des haillons d'argent, où le soleil de la montagne est fier, lui. C'est un petit val qui mousse de rayons. Je continue. C'est pas la peine. C'est magnifique. Donc, oui. Et à partir de là, donc, lui-même, quelque part, Rimbaud était un objecteur de conscience. Mais bien sûr. Parce qu'il a vu un Prussien, réellement, on vient de passer, je ne sais pas, sur les chaînes satellitaires, Rimbaud-Verlaine, mais un roman, plutôt un film magnifique. Magnifique. Et là, on le voit regarder un Allemand mourir. Ouais. Et c'était même pas un Français. Oui. C'était et ça le révolte. Un Autrichien. Ouais. Et ça le révolte, bien entendu. La mort n'a pas de... Non, c'était un Prussien. Voilà. C'était un Prussien, oui. C'était un très beau téléfilm, d'ailleurs, avec un des premiers rôles de DiCaprio, si mes souvenirs sont bons, je crois. Il était sublime, DiCaprio, dans ce livre. Oui. Relation très vénéneuse entre Rimbaud et Verlaine. Mais ô combien magnifique. Ô combien magnifique. On retient que ce qui est beau. Alors... Effectivement, son père, c'est le shir du village. Ouais. En plus, et là je trouve ça très intéressant, il y a des pages entières où vous expliquez l'origine de ces familles, parce qu'il est d'une famille maraboutique. Absolument. Et j'aimerais d'ailleurs que vous racontiez, parce que c'est une très belle histoire, vous faites pratiquement 2 ou 3 pages expliquant les origines de ces familles maraboutiques qui se sont retrouvées en Kabylie. Je voudrais que vous nous en parliez là. Et en plus, il y avait quelque chose qui m'avait mais je vais vous laisser la parole dans quelques secondes. C'est qu'à un moment donné, vous parlez dans le village de différents quartiers et vous dites qu'il y a un quartier où habitaient les familles maraboutiques et dans ce quartier, nul n'avait le droit d'y pénétrer si ce n'est les personnes d'une famille maraboutique. Absolument. Et vous allez nous raconter tout ça, s'il vous plaît, Mohamed Zgan. Alors, d'abord, d'où viennent ces familles maraboutiques qui se sont installées dans les régions berbères? Enfin, en Kabylie, plus exactement. Vous savez, d'abord, il y a une dynastie qui s'appelle les Almohades et les Almoravides. Oui. Donc, Youssef ibn Tashfin, c'est lui le père des Almoravides. Donc, lorsque la dynastie est venue les chasser, ils sont descendus du Maroc, ils sont allés vers l'actuel Sahara occidental. C'est ça, oui. J'espère ne pas dire des bêtises, mais l'histoire, la République sahraoui, aujourd'hui. Voilà. Donc, ils se sont constitués là-bas en une sorte comment on va l'appeler? Pas une fédération, ou... je ne sais pas, une grande école. Et ils appelaient ça le Ribat. Ribat. C'est la forteresse. Oui.
Donc c'était pour se protéger. Tout à fait. Pour se protéger. Et là, au lieu de créer une sorte d'armée, avec les armes, une armée militaire, eh ben, ils se sont dit non, nous allons utiliser comme arme le livre. Le livre pour... Alors, ils commençaient à apprendre à leurs enfants. Ils leur apprenaient le Coran, ils leur apprenaient les préceptes, ils leur apprenaient, bon, peut-être pas beaucoup d'exégèse, mais dès qu'on sentait que la personne pouvait, était capable d'enseigner, était capable de transmettre, ils les envoyaient en missionnaire. C'est ça. C'est extraordinaire, ça. Ah ben oui. Ah ben les chrétiens, c'est ce qu'ils ont fait aussi. Bien sûr. Ils ont dit ça a marché avec les marabouts, pourquoi ça ne marcherait pas avec nous? Bien sûr. Et ils porter la bonne parole. Ah oui, et ils ont envoyé les missionnaires chez nous. Donc ces marabouts, maintenant, quand ils sont arrivés seuls. C'est un monsieur avec son bâton de pèlerin. Son bâton de pèlerin, et puis il vient. Et ce qui se passe, c'est qu'ils avaient un comportement exemplaire. Et on le disait aussi, c'était des érudits. Ils savaient la parole de Dieu, la parole sainte. Ils savaient le dire. Et puis aussi par leur comportement. C'est ça. Donc, ils arrivaient quand même pas à subjuguer, mais à faire adhérer les gens. À faire adhérer les gens à leur parole. Donc, les gens les appréciaient. Et ils les mariaient. C'est ça. Il leur donnait une fille, et c'est pour ça qu'ils appellent les Kabyles mon oncle. C'est ça. Il dit, par contre, lorsqu'il s'adresse à son alter ego, on va le dire, ou son grand frère, il lui dit Zizi. Ouais. Enfin, je ne sais pas en arabe si ça se dit, mais chez nous, Zizi, ça veut dire oncle ou quelqu'un qu'on respecte. Ouais, ça doit peut-être venir de Aziz. Peut-être Azizi. Oui. Ah bah oui, ça j'y ai pas pensé. C'est possible. Hein. Ça j'y ai pas pensé. C'est possible, c'est très possible. Je ne sais pas si ça se fait ailleurs. C'est cher à mon cœur. Très bien, très bien. Oui. Absolument. Mais alors, vous allez plus loin, parce que vous dites le mot même marabot viendrait probablement de Almoravid. Ah non, mais il vient directement. Ah oui, d'où l'Almorabita. Almorabita. En arabe. Exactement. Almorabita, Almorabitun. Tout à fait. J'ai pas découvert le fil à couper le beurre. Hein. Morabitun. Ouais. Sauf que en français, bon, les écrivains, enfin les historiens français, ils parlent d'almoravite. C'est ça, oui, non, mais ça c'était parce que les consonances vont légèrement changer. Oui. Ça a été, il y a aussi la langue ibérique qui est rentrée dedans, donc il y a eu ce mélange de. Oui, un mélange de plusieurs cultures, tout simplement. Alors donc, on voit bien ce personnage qui est écolier très attentif, excellent élève, qui adore son maître d'école. Oui. Il est en admiration devant ce maître d'école parce qu'il comprend très vite que ce maître d'école est contre la guerre. Il lui explicite pratiquement, et il lui donne même quelques bribes d'idéologie, allez, on va dire, entre anarcho-syndicalisme et communiste. On voit bien que le gars, il n'est pas de droite. Il serait même plutôt des gaucheries extrême gauche. Absolument. Bon, donc, absolument. Et tout ça le marque. Oui. Et il a des méthodes aussi, ce maître d'école. Il a des méthodes modernes, c'est-à-dire qu'il y a la théorie et la pratique. Moi, je ne vais pas vous... Enfin, je vais vous étonner. Mais mon beau-père m'a un peu appris mon métier. Parce qu'après, c'est devenu un grand maître. Le maître de presque toute la région, de toute sa région. Aujourd'hui encore, des gens bien haut placés, des cadres, étaient ses élèves. Donc parle de son enseignement. Oui, oui, et lui-même m'a appris quelques majuscules à faire. Il me dit non, c'est pas comme ça qu'on écrit le A par exemple. C'est lui qui m'a appris à l'écrire parce que je l'écrivais mal, tout en étant prof de français et inspecteur. Et non, il m'a dit pas. Il est mort quand même avant que je devienne inspecteur. J'étais encore professeur. Mais c'est lui qui m'a appris à bien. Le délié, le beau délié de l'écriture. Maintenant, ça se perd, malheureusement, totalement. C'est bien dommage. C'est très dommage. C'est bien dommage. Si on regarde, par exemple, juste un courrier
pas obligatoirement de gens d'un haut niveau universitaire. Hein. Quelqu'un qui aurait eu juste le CAP des années 35-40, on regarde une vieille lettre qu'on peut trouver par exemple chez un bouquiniste ou quelque chose comme ça, l'écriture est une pure merveille. Hein. C'était des conditions sine C'était des qua non. graphistes. C'était des graphistes. Oui, on n'acceptait pas que quelqu'un aille dans une commune, à travailler à la commune. On lui faisait passer un exercice d'écriture. On voit bien comment ont été écrits les passeports, hein. Les vieux passeports, les vieilles cartes d'identité. Prenez les livrets de famille. Voilà. Prenez les livrets de famille, allez chez les clercs, vous voyez un petit peu comment ils écrivaient. Mais c'est normal. C'était beau. D'abord, c'est beau, et puis pour ne pas confondre. Oui. Un I et un E. Exactement. Un N et un M. Oui. Ah ben, moi, je suis incapable de lire, par exemple, l'ordonnance d'un médecin. J'ai jamais compris pourquoi. Les médecins, les apothicaires ont toujours eu des pattes de mouche. J'ai jamais compris ça. Mais pourquoi? C'est rapide. Non, c'est pour faire plus de... Quelque part, inconsciemment, c'est que vous ne compreniez pas. C'est un petit peu le secret du métier. Oui. Enfin, moi, je le pense. Très bien. Alors, il est donc Et puis, vous parlez de... Vous revenez assez souvent sur l'histoire des peuples berbères. Ah bah oui. À un moment donné, vous évoquez, sans la nommer, la fameuse histoire de Sophonisme, hein, avec Juba et Massinissa. Pas Juba, Syphax. Syphax, pardon. Pourquoi je dis Juba? Syphax et Massinissa. Oui. Puis elle a la légende, comme quoi elle serait défenestrée parce qu'elle ne voulait pas être avec Massinissa, mais ça, c'est... On en a raconté beaucoup des histoires. Elle s'est suicidée, bon... C'est suicidé. Mais moi, là, ce que je veux dire par là, c'est que le drame de ce pays, c'est que certains... C'est-à-dire que ça ne vaut même pas la peine. C'est pas on fait une guerre parce que le voisin d'à côté a pris pour une affaire de femme, par exemple. Ouais. Non. Ouais. Qu'est-ce qu'a retenu l'histoire entre Massinissa et Syphax, sinon ça. Sinon que les deux qu'elle était promise aux deux. Et c'est encore malheureux de le dire. Ben, on fait une légende, alors que c'était... l'histoire allait bien au-delà de cela. C'était Carthage contre Rome, et donc savoir où on se retrouvait au milieu. Hein. Oui, Carthage contre Rome, mais pourquoi est-ce que on avait son allié grâce à une femme? C'est extraordinaire. Les femmes jouent un rôle très important en politique. C'est pas pour diminuer. Non, je comprends très bien. Pas du tout. C'est pourquoi l'histoire devient une sorte d'imagerie d'Épinal, alors que ce n'est pas cela. Exactement. Alors, je et c'est pas le seul cas. Non. C'est pas le seul cas. Non. Bien sûr, oui. Bien sûr. Vous savez, c'est pas le seul cas. On travestit toujours l'histoire pour la rendre plus légendaire que réelle. Jugurtha a été vendu par son beau-père. Oui, donc il y a aussi une affaire de fille, là. Oui. Voilà. Alors ça, on le retrouve, Mohamed Zeggan, très souvent dans votre ouvrage. Il y a deux choses qu'on retrouve constamment, et aussi bien quand le narrateur parle de cette époque, c'est-à-dire début de la guerre 45 jusqu'aux environs des années 58, vous le précisez pas, mais on voit bien que ça y est, les maquis sont installés, la guerre est féroce, et on comprend bien que c'est dans les années 58-59, c'est parce que c'est là où il y a eu les grosses opérations militaires françaises, hein, terribles, avec napalm et camps de concentration. Opération Oiseau Bleu, opération Pierre Précieuse, etc. Jumelles. Opération Jumelles. Et l'autre moment dans les années 70, c'est que vous revenez très très souvent sur, je dirais, le mode de vie du monde berbère. Et c'est quelque chose d'excessivement codifié, et vous donnez tous les codes, toutes les grilles de lecture possibles pour qu'on comprenne, sinon on pourrait se dire... Je ne vois pas pourquoi ça a autant d'importance, hein, qu'on vienne frapper à la porte du narrateur je sais pas, à 2h du matin ou un truc comme ça, etc., alors qu'on n'a même pas le droit d'aller dans ce coin. C'est que... et ça vous permet de donner une explication. Oui. Voilà. Les mariages, hein, les fêtes, les conflits. Surtout.
Vous allez même jusqu'à la robe. C'est extraordinaire. Vrai ou faux? Oui. Vous donnez l'explication de la symbolique des robes, et par exemple, vous expliquez pourquoi le noir. Écoutez, moi je viens de la région où je vis actuellement. C'est pas celle où je suis né ou où je suis originaire. J'étais frappé, et d'ailleurs vous aussi, quand vous allez sur la région d'où je viens, je peux le dire, Oui, de Bouira, on voit deux monts. Deux monts. Ce sont des monts, des petits monticules comme ça. Les Français leur avaient donné un certain nom. Les mamelles. Les mamelons, oui, comme ça. Parce que ça s'appelle comme ça en termes géographiques, hein. Voilà. Mamelons. Les mamelons. Lorsque l'Algérie indépendante, qui a voulu, disons, revoir toute la typonymie, si on peut l'appeler ainsi, revoir la typonymie, les a appelés El Asnam. El Asnam, c'est-à-dire les deux bosses du chameau. Et ça s'appelle aujourd'hui El Asnam. Les gens le prononcent tellement mal, ils disent El Asnam. Ah tiens. El Asnam, c'est-à-dire les ruines. Ouais. Alors quand on va là-bas, on se dit où sont les ruines? Non, ça n'a rien à voir avec les ruines. C'est les deux bosses du chameau. Ouais. Mais on oublie que ces monts-là avaient un nom. Ouais. Il s'appelait Teshiwin Mlawa. Qui veut dire? Qui veut dire les deux cornes de Melawa. Melawa était une reine berbère. D'accord. C'est une reine justement qui a fait une fugue avec quelqu'un qu'elle voulait épouser et dont et que le père n'en voulait pas. L'histoire de Roméo et Juliette. Absolument. Donc ils sont allés là-haut dans cette montagne. Et ils ont commis les péchés de chair, et puis, semble-t-il. Hein. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça, écoutez, ils n'ont pas compté les moutons. Non. Bien. Donc, lorsque la femme, la reine, plutôt la princesse, elle se sentait un petit peu coupable. Ouais. Parce qu'on venait lui raconter que son père souffrait, etc., etc. Donc, elle est redescendue. Elle est redescendue. Triste et tout, et elle s'est suicidée à la fin. Elle s'est suicidée. Bon, pourquoi? Parce que son père était mort sans cœur. L'histoire, on ne la connaît pas très très bien. Hein. Mais toujours est-il que les gens de la région, maintenant, portent le deuil. C'est ça. Ils portent le deuil, parce que cette femme, il l'adorait, c'était une... Oui, parce qu'elle était très proche de ses sujets. Elle était très proche de ses sujets. Elle était altruiste. Elle était... voilà. Elle était altruiste. Eh ben, c'est très bien. Elle était altruiste dans sa manière de vivre. Et donc, les gens de la région, même pendant les fêtes, en reconnaissance, en hommage à cette femme, ils continuent à porter la robe noire. Ouais. La robe noire kabyle, en signe de deuil. Donc, si vous voyez une femme dans la région, et puis elles sont très belles, dans ces robes-là. Il faut les voir danser. Moi, j'ai eu l'occasion de voir ces femmes danser dans un mariage. Elles sont magnifiques, elles dansent bien. Et puis, elles ont toute la grâce. La grâce et toute la tenue, là, malgré qu'elle nous rappelle le noir de cette histoire sombre. De cette histoire sombre. Mais, encore une fois, elles sont très belles, ces robes. J'en parle... Alors vous en parlez longuement, voilà. Effectivement. Vous racontez cette légende. Bon, là, vous la racontez un peu plus en détail, hein, parce que vous... Oui. Mais effectivement... Mais je ne prétends pas quand même détenir la véritable histoire. Hein. C'est parce que les gens... J'écoute parce qu'on a beaucoup perdu, malheureusement, d'aller vers les anciens qui, eux, même s'ils brodaient, comme les robes, même s'ils brodaient un peu les légendes, en tout cas, ils avaient le don... Il y a une volonté, il faut une volonté d'aller faire ce travail de dépoussiérage. Bien sûr. C'est de l'anthropologie. Hein. De l'anthropologie.
Bien sûr. Y a pas... Au lieu de passer son temps à faire des tests sur... Il faut aller vers ces histoires qui font notre richesse aussi. Oui, il faut récolter, collecter, voilà. récolter. Moi, sinon l'histoire de mon beau-père, bon, 2 pages aurait suffi, et puis c'est tout. C'est ça. C'est que, après, c'est fini. Voilà. Vous savez, c'est comme des expressions, des proverbes sont complètement perdus aujourd'hui. On vous le dit. Et pas seulement de la région de Bouira ou en Kabylie, dans toute l'Algérie. Beaucoup. Je me souviens, ma mère qui avait eu plutôt une éducation constantinoise, y a pas, chaque seconde, pratiquement, elle me sortait un proverbe ou la mana. Mais maintenant, je ne m'en souviens plus du tout. C'est des expressions que je n'entends plus du tout. Il faut écrire. Il faut les réécrire. Plus du tout. Mais voilà. Puis on n'en est plus à l'ère de faire une critique sur cette oralité. On est à l'ère juste de collecter, d'archiver. Et encore. Non, mais je veux dire, c'est ça le principal, c'est d'abord d'archiver. Ensuite, nos petits-enfants iront faire des thèses là-dessus. Pour le moment, c'est collecter. Absolument. Tenter d'en perdre le moins possible. C'est ça que vous faites pour beaucoup, Mohamed Zegna, dans votre ouvrage. Parce que, effectivement, vous racontez aussi la vie au quotidien. Pourquoi la signification de telle chose et telle chose. Encore une fois, les codes, les rapports, par exemple, entre père et fils. Ça n'a pas tellement changé. Ça n'a pas tellement changé, vous dites. Ça n'a pas tellement changé. Moi, j'ai un garçon de 30 ans, je crois qu'on a les mêmes rapports. Il me dit bonjour. Oui. Que mon beau-père avait avec son père, le cher. Et oui, ça se transmet. Et heureusement, d'ailleurs. Oui. Et heureusement, sinon qui sommes-nous? C'est ça. Qui sommes-nous? Ça fait partie de l'identité. Ça fait partie de notre identité, la culture. Ça, l'irrédentisme. Oui. La rébellion constante. Absolument. Oui, parce que c'est le fondement même. Absolument. Sinon, je ne sais pas à quoi ça sert d'éduquer. Éducation. Alors, comme je disais au début de l'émission, ce qui est très agréable dans votre roman récit, L'altruiste, Mohamed Zegna, c'est qu'effectivement, et vous ne perdez pas le lecteur, hein, je vous assure. Hein, non, vous ne le perdez pas. C'est, voilà un chapitre, on est en 45, tout d'un coup on passe à un chapitre où on sent bien qu'évidemment on est dans les années 70, puis tout d'un coup on repart. Peut-être qu'on est en 50 ou 52, ensuite on repasse encore 70, puis il y a un autre événement, il reçoit une lettre de son frère qui lui dit qu'il est très malade. Étrange histoire que ce frère qui part pour la guerre 39-45, obligé de partir, et puis tout d'un coup, qui disparaît pratiquement. On n'a plus de nouvelles de lui. Il disparaît. Même pas ce qu'il devient. Il disparaît, oui, il disparaît. Est-il mort? Est-il vivant? On ne sait pas. Vous savez, tout à l'heure, je vous ai dit que ce n'était pas une biographie. Je ne fais pas la biographie. Il y a des moments, il y a des passages où... Vous inventez carrément une situation. Ah ben oui. Bah oui, sinon, ce n'est plus un roman. C'est de la fiction. Pourquoi sinon, il y a certains qui vont dire, moi, tu n'as pas parlé de moi, ça, ce que tu viens de dire est faux. Je leur dis, écoutez, ce n'est qu'un roman. J'ai des personnages comme ça. Je parle de situations réelles, de personnages qui ont existé, mais c'est des gens pratiquement que je ne connais pas, à part et encore, mon beau-père qui n'est pas... il parle pas beaucoup. Il n'est pas très loquace, mon beau-père. Voilà. Il est toujours comme ça. On ne savait jamais rien d'eux. Oui. Et je ne sais pas moi, il ne s'extériorisait pas, il était là, on ne savait pas s'il était heureux, s'il était malheureux. Stoïque, fier, mais à aucun moment il vous dit moi j'ai fait ceci, moi j'ai fait cela, moi j'ai soigné ou je n'ai pas soigné. Mais rien. C'est extraordinaire, jusqu'à la fin de sa vie. Pudeur des sentiments. Pudeur, mais aussi altruiste. Il veut que ce soit les autres. C'est ça. Toujours travailler pour les autres, mais jamais pour lui. Jamais tirer, comme on dit, la couverture sur lui. Jamais. En tout cas, le narrateur, quel personnage. Là, vous nous dites maintenant, on en sait un peu plus. Oui. C'est votre beau-père,
Enfin, en tout cas, je dirais, C'est la voix, le fond du personnage, c'est votre beau-père. Maintenant, Oui. évidemment, probablement qu'il y a beaucoup de choses qui sont de l'ordre de l'imaginaire que vous avez bien sûr mis dans votre roman, qui font que ça peut être lui, comme ça peut être aussi son alter ego, je dirais, ou un autre Algérien. Ou un autre Algérien, tout simplement. Et alors, il fait de telles bonnes études, il excelle en langue française, et il va être nommé moniteur, ce qu'on appelle moniteur de langue française. Moniteur du village. Moniteur du village, donc c'est lui qui va apprendre en français, etc. et tout ça. Et puis, c'est la guerre. C'est la guerre, donc il y a des esprits mal intentionnés. Un moniteur algérien qui va apprendre, on s'en méfie. Non, on ne se méfie pas de lui. Tu peux quand même. Même pas. C'est que ils ont brûlé l'école. Ils ont brûlé l'école, oui, mais qui l'a brûlé? Ah bah, nos frères. Oui, c'est les maquisards. C'est une manière de dire nous sommes là, on n'a pas besoin de vous. On n'a pas besoin de vous. Et oui, il fallait brûler les écoles. Parce que c'était des lieux de propagande aussi. Bien sûr. On apprenait nos ancêtres le gaulois. Hein. Ah là, bah voilà, nous y sommes. Oui. Donc c'était des lieux de propagande. Donc bon, ils auraient pu lui tirer dessus aussi. Ils auraient pu le tuer. Mais non, ils l'ont pas touché, sauf que l'école a été brûlée. Donc si on brûle l'école, il n'ira nulle part. C'est ça. Et d'ailleurs, il se trouve au chômage. Voilà, il se trouve au chômage. Ah, alors, incroyable. Oui. Il devient taxi. Pratiquement. Oui. Mais là, il va faire une rencontre absolument extraordinaire. Quelqu'un, un Algérien, qui a épousé une Française, qui est médecin, qui a fait ses études en France, il connaît rien de l'Algérie. Il débarque comme ça, il débarque dans ce village. Lui aussi, c'est un autre altruiste, magnifique. Bien sûr. Et, alors c'est marrant parce que là, je sens bien que c'est l'imaginaire qui va jouer. Mais les beaux esprits se rencontrent. Les bons esprits se rencontrent absolument. C'est que ce docteur, ce jeune docteur qui vient avec sa femme française, qui, on va voir, s'engage totalement avec nos frères, qui est elle-même sage-femme, qui devient pratiquement comme son grand frère, ce médecin. Il va prendre un peu quelque part la place de son grand frère. Hein. Et son grand frère, on va le savoir bien après dans l'ouvrage, lui va épouser aussi une Française, mais il va rester en France. Oui. Ça, à mon avis, c'est de l'imaginaire. Non, ça c'est la réalité. Ça c'est la réalité. C'est la réalité. Vous voyez comment, quelquefois, la réalité dépasse la fiction, c'est magnifique. La réalité, elle dépasse... Non, ça c'est la réalité. Les personnages ont réellement existé, sauf que ce sont des gens que je n'ai pas connus. Bon, l'histoire de... Il me disait juste qu'il lui avait appris à soigner. Il lui avait appris à faire des points de suture. D'infirmier. Des petits points de suture. Oui. Désinfecter une plaie. Désinfecter une plaie. Arriver au plus pressé. Alors que c'était le chauffeur. Il était le chauffeur. Oui, attitré. Il n'était pas ni... alors il faisait donc... c'est le factotum. Oui, il faisait tout. Il avait une vieille bagnole et puis en avant... la bagnole, elle appartenait au médecin. C'était une 2 chevaux. Oui, c'était une vieille 2 chevaux. Une vieille 2 chevaux. Oui, mais c'était les seuls qui pouvaient aller sur les chemins caouteux. Voilà. Et alors, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, Mohamed Zegane, c'est comment on voit que vous n'avez pas fait ce genre de truc grandiloquent. Ils se sont retrouvés à participer à la lutte de libération nationale. C'est pas le truc avec la musique derrière, etc. Non, ça s'est fait tout à fait naturellement. Lui et le docteur vont commencer petit à petit à soigner des blessés légers. Et puis, tout d'un coup, ça devient un peu... carrément jusqu'à la nuit, les hospitaliser. Et la femme du médecin qui rentre là-dedans, elle est complice. Ça y est. Elle devient complice. Complètement. Au début, c'était juste, quelques petits soins, je dirais. Absolument. Et puis, gradation. Et c'est extraordinaire parce qu'ils s'organisent. Ils vont dans les maquis. Ils vont dans les maquis après. Ils vont dans les maquis soignés. Encore, j'ai pas tout dit, j'ai pas tout raconté, parce qu'il y a des fois, comme je vous le dis, il était un petit peu humble. Il savait rester
Prude, humble, simple, il voulait pas tout dire. Il dit non, on a soigné quelques-uns. Oui, c'est ça. Ouais. Alors que, et encore, je n'ai pas... Vous avez appris par ailleurs que c'était beaucoup plus que... Oui. Beaucoup plus. Ah oui, Beaucoup plus. Je présuppose fourniture de médicaments, etc. Ce qui était très très grave. Oui. Parce que à l'époque. Mon Dieu. Non, mais à l'époque, aux petits dispensaires, etc. Croyez-moi que l'armée coloniale, elle regardait médicament par médicament parce qu'elle savait très bien que. Oui. Qui fournissait non, mais il les soupçonnait de toute façon. Sans être sûr. Sans être sûr. Mais là, s'il les avait eus, il les aurait fait passer. Pas de problème. D'ailleurs, ça se termine très mal à la fin. D'ailleurs, ça se termine très mal à la fin. Et là, je dirais, bon, il n'y a pas de mort intelligente. Non. Mais c'est bête, quoi. C'est-à-dire que mauvaise information. On ne racontera pas, mais mauvaise information, et tout d'un coup, bon... c'est le destin. C'est le destin. C'est le destin. Et alors là, on se dit, qu'est-ce qu'il est allé faire la nuit sur cette route? Là, il faut qu'il se sauve. Vite fait. Ah oui. Là, les Français, c'est terminé. Ils sont sûrs que, bon, qu'il allait faire sur cette route à cette heure-là. Paraît-il, c'était vers 16h de l'après-midi. Ils ont traversé un barrage. Et puis au destin qui frappe. Le destin, ils ont sauté sur une... Et là, il va complètement changer de vie. Il va être obligé, par la force des choses, de quitter, de s'exiler. Et d'aller à l'ouest, se cacher. Il se cache. Parce que la meilleure façon de se cacher, évidemment, c'est dans la ville. C'est aller dans les villes, oui. Ah ouais. Dans les grandes villes. Voilà. Et là aussi, il va faire notre métier. Il va partir avec un autre maquisard qui lui dit il faut filer, là. Il fallait quitter. Bon, ils auraient pu monter au maquis aussi, vous allez me dire. Oui. Mais ils n'étaient pas formés pour la chose. Du tout. C'était pas des soldats. D'ailleurs, dans votre livre, il n'a jamais, enfin, semble-t-il, il n'a jamais tiré un coup de fusil. Jamais. Il dit, moi, les armes, jamais. Rien. Il n'a même jamais été à la chasse. c'est un bon maître, c'est un bon fellah. Voilà. Il est devenu directeur d'un domaine autogéré, mais c'était le fellah. Il travaillait avec les fellahs, les agriculteurs, parce que c'était sa passion aussi. Oui, tout à fait. Voilà. Il était profondément. Donc il n'était pas fait pour utiliser les armes à feu. C'était pas son. Alors il y a une nouvelle vie qui commence. Il y a une nouvelle vie. Et puis il tombe sur un patron merveilleux de son nouveau métier. Qui va lui donner. Patron merveilleux parce il entendait parler du cher. C'est ça. Grâce à son père. Ah oui. Ouais. Parce que nous, on dit Ben. Ouais. Ah, c'est le fils d'eux. Willy Flan. Willy Flan, c'est le fils d'eux. Donc, par respect pour ces hommes-là qui ont marqué l'histoire, etc., qui ont joué un grand rôle dans la société, donc leur progéniture, quand même, profite des fois. Ouais. Profite. Et là s'ouvre une nouvelle vie pour lui. S'ouvre une nouvelle vie. Donc il va devenir chauffeur. Il va devenir chauffeur. Chauffeur de bus. C'est ça. D'un autocar. Et puis c'était un des premiers Algériens à avoir créé une ligne. Absolument. Ce qui n'était pas évident. Hein. Ça, c'est l'histoire. Ça, c'est l'histoire. C'est vrai. C'est pas une invention. Hein, c'est pas une fiction. Oui, c'était parmi je crois que c'est même la première ligne d'autobus créée par un Algérien à l'époque, qui avait commencé d'ailleurs avec une charrette. Voilà. Et des chevaux. Voilà. Oui. Magnifique. Les Français étaient jaloux, vert de jalousie. Vert de jalousie. Et aussi, un arabe qui réussit. Il y avait même un instituteur qui montrait, c'est un instituteur algérien, qui disait, moi je vais damer le pion à ces Français, je vais leur dire que moi aussi, je suis capable. Bien sûr. Ah oui. Ouais. Je suis capable, je peux enseigner mieux qu'eux, etc. Bon, lui, mon beau-père ne voulait pas enseigner parce que c'est une autre manière de se montrer ou de dire voilà, si on travaille dans une école, c'est officiel. Bah oui.
C'est l'administration, donc on peut faire des recherches, et là on peut faire comment on appelle ça, des recoupements. Et d'où est-ce qu'il vient? Il vient de Kaby. Ah tiens, d'abord il était recherché en tant qu'ancien esthète. Il nous reste 1 ou 2 minutes, Mohamed Zegan, malheureusement. C'est passé si vite. C'est gentil, c'est flatteur pour moi. L'altruiste, édition Dellimane, mais ne pas oublier également, mais vous reviendrez sur le plateau d'Expression Livre pour en parler. Le quart de siècle, toujours chez Dellimane. Oui. Alors, nous avons peu parlé de la période 70, mais juste pour terminer, pour dire un mot, et puis je vous laisserai le mot de la fin, Mohamed Zegan, ce qui est très beau dans votre écriture, c'est que toute cette période qui va pendant la lutte de libération nationale, elle est très dure au niveau de l'écriture, rapide, très mouvementée, et dès qu'on arrive dans les années 60, reçoit la lettre de son frère qui doit être opéré, qui va en France. Tout d'un coup, il y a un ton beaucoup plus apaisant et néanmoins 10 fois plus émouvant. Je dirais que j'avais plus les larmes aux yeux dans la dernière partie, surtout la rencontre avec son frère. On sait qu'il ne le reverra plus, qu'il a changé de vie, que quelque part, pendant la lutte de libération nationale, pas qu'il était plus heureux, mais je dirais que c'était la guerre, donc il fallait faire avec. Et après, eh bien, il y a la vieillesse, il y a la nostalgie, il y a la tristesse, il y a les choses qui vont, qui ne vont pas. Et ça, j'ai trouvé ça admirable dans votre livre, Mohamed Zegan. Ben, je vous remercie beaucoup. Si vous voulez dire un dernier mot, avant que nous nous quittions. Le dernier mot, c'est que vous avez vraiment bien ciblé la période des années 70. Il faut dire aussi que même pour l'Algérie, c'était une très belle période. Alors il faut continuer, le tome 2. Hein. Je suis désolé, parce qu'il faut des années 70 à nos jours. Hein. Je l'espère. Ah bah oui. Je l'espère. Ah, le narrateur. Je l'espère. Il n'arrête pas sa vie dans les années 70. Je l'espère. Je l'espère. L'altruiste dont nous venons de parler pendant cette heure, Mohamed Zegan, édition Dellimane. Et puis très bientôt, nous parlerons de son deuxième ouvrage, Le quart de siècle, toujours aux éditions Dellimane. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Bon retour. Merci. À Bouira, et vous saluerez tous nos amis. Et comment? Puisqu'il y a chaque année maintenant un festival du livre à Mazir, à Bouira, qui se tient à la Maison de la Culture, à Les Amours, qui est maintenant fixe là-bas. Oui. Voilà. Donc pour les amateurs de livres, pas seulement en langue amazigh, hein, mais il y a des disques, il y a des DVD, et puis il y a des conférences. Également. Il y a même d'autres livres absolument. Et puis dans les deux langues, arabe ou français. Arabe, français, les éditeurs qui sont là-bas. Allez-y, c'est une ville très accueillante. Merci encore. C'est moi qui vous remercie. À très bientôt. Voilà, c'est la fin de l'émission Expression Livre. Je vous souhaite une excellente fin de soirée sur votre chaîne, bien sûr, Canal Algérie. Et bien le bonsoir. Bonsoir à vous. Bonsoir chez vous. À la semaine prochaine. Même heure, même jour, même punition. Bien sûr. Allez, bonsoir.